Oui, je l'avoue, répondit celui-ci. J'ai eu tant de causes de chagrin, tant de préoccupations ces derniers temps, que je serais bien aise de pouvoir m'en passer maintenant. Kinsey et moi avons beaucoup parlé de votre lettre, nous nous demandions ce qu'elle signifiait exactement. Mais plus nous en parlions, moins nous comprenions. Si bien que, quant à moi, je puis dire que j'ai beau chercher, je ne vois pas. Ni moi non plus, interrompit Kinsey. Oh, fit le professeur, alors vous comprendrez plus vite que mon ami John ici présent qui doit faire un long chemin en arrière avant de pouvoir même commencer à comprendre. De toute évidence, sans pourtant que j'en eusse dit un mot, il avait deviné que je doutais à nouveau. Puis, se tournant encore vers les deux autres, il leur expliqua avec gravité. Je voudrais que vous me donniez la permission de faire cette nuit ce que je juge bon de faire. C'est, je le sais, vous demander beaucoup. Et lorsque vous saurez quelle est mon intention, seulement alors vous mesurerez mon exigence. Puis-je donc vous demander de me donner cette autorisation en restant dans l'ignorance de ce que je vais faire, afin que, ensuite, si vous m'en vouliez, chose qui me paraît très possible, vous n'ayez rien à vous reprocher. Voilà qui est parlé franchement, déclara Kinsey. Je me fie au professeur. Je ne vois pas encore où il veut en venir, mais je sais que, en tout cas, son intention est honnête, et cela me suffit. Je vous remercie, monsieur, dit Van Helsing. J'ai eu moi-même l'honneur de vous apprécier comme un ami sur qui l'on peut compter, et je ne suis pas prêt de l'oublier. Et il tendit la main à Kinsey. Docteur Van Helsing, dit Arthur à son tour, je ne voudrais pas acheter chat en poche, comme on dit, et s'il s'agit d'une chose où mon honneur de gentleman ou ma foi de chrétien puissent être compromis, il m'est impossible de faire la promesse que vous me demandez. Mais si vous m'assurez au contraire que ce que vous avez l'intention de faire ne met en danger ni l'un ni l'autre, je vous donne à l'instant même entière liberté d'agir, encore que, sur ma vie, je ne comprenne rien à tout ceci. J'accepte vos conditions, répliqua Van Helsing, et tout ce que je vous demande, c'est que, avant de blâmer l'un ou l'autre de mes actes, vous réfléchissiez longuement et étudiez s'il tient compte de ces conditions. Entendu, promit Arthur. Et maintenant puis-je vous demander ce que nous devons faire ? Je voudrais que, dans le plus grand secret, vous veniez avec moi au cimetière de Kingstead. Le visage d'Arthur s'allongea et le jeune homme demanda encore étonné, au cimetière où la pauvre Lucie est enterrée ? Le professeur fit signe que oui. Et alors ? reprit Arthur. Alors, nous entrerons dans le tombeau. L'autre se leva. Docteur Van Helsing, parlez-vous sérieusement ou n'est-ce pas plutôt quelque plaisanterie déplacée ? Pardonnez-moi. Je vois que vous parlez sérieusement. Il se rassit, mais il restait visiblement sur son quant à soi. Il y eut un silence, puis Arthur interrogea de nouveau. Et quand nous serons dans le tombeau ? Nous ouvrirons le cercueil. C'en est trop, s'écria Arthur en se levant, et cette fois avec colère. Je veux bien être patient, tant que nous demeurerons dans le domaine du raisonnable, mais cette profanation de la tombe, d'un être qui... L'indignation l'empêcha de poursuivre. Le professeur le regarda avec pitié. Si je pouvais vous épargner une seule émotion, mon pauvre ami, Dieu sait que je le ferais, dit-il. Mais cette nuit, il nous faudra marcher dans un sentier semé d'épines, ou bien plus tard, et à jamais, ce sera celle que vous aimez qui devra suivre des chemins de feu. Le visage blême, Arthur leva les yeux vers lui. « Prenez garde, monsieur, prenez garde. »« Peut-être serait-il mieux pour vous que vous entendiez ce que j'ai à dire, » fit Van Helsing. « Après tout, alors vous connaîtrez exactement mon intention. Vous voulez la connaître ?»« Ce serait juste, » intervint Maurice. Van Helsing resta silencieux un moment, puis reprit, en ne parvenant pas toutefois à cacher combien cela lui était pénible. « Miss Lucy est morte, n'est-ce pas ? Bien sûr, nous le savons. Dans ce cas, rien ne peut lui nuire. Pourtant, si elle n'est pas morte... » Arthur d'un bond se leva. « Grand Dieu !» s'écria-t-il. « Que voulez-vous donc dire ? On s'est trompé, on l'a enterrée vive ?» ?»« Je n'ai pas dit qu'elle vivait, mon garçon, et je ne le pense pas. J'ai simplement dit qu'il se pourrait qu'elle fût une non-morte. » « Non-morte ? Et non-vivante, cependant ? Mais qu'est-ce que tout cela signifie ? Est-ce un cauchemar ou quoi ? Il y a des mystères que l'esprit ne fait qu'entrevoir et que les siècles l'un après l'autre ne peuvent éclaircir qu'en partie. Croyez-moi, nous sommes en présence d'un de ces mystères et nous allons peut-être en trouver la clé. Mais je continue, si vous me le permettez. Puis-je couper la tête à feu Miss Lucy ? Par le ciel et la terre, non, s'écria Arthur avec colère. Je ne consentirai jamais à ce qu'on mutile son cadavre. Docteur Van Helsing, vous me soumettez à une épreuve qui dépasse les bornes. Que vous ai-je donc fait pour que vous me torturiez de la sorte ? Et qu'a fait cette pauvre et douce enfant pour que vous vouliez déshonorer ainsi sa tombe ? Est-ce vous qui êtes fou pour proférer des paroles semblables, ou est-ce moi qui suis fou de les écouter ? Dès maintenant, ne pensez plus pouvoir profaner cette tombe, je n'y consentirai pas. J'ai le pouvoir de la protéger, et Dieu m'est témoin que je remplirai ce devoir.
Van Helsing quitta le fauteuil où il s'était resté assis pendant tout ce temps et répondit très sérieusement. Moi aussi, Lord Galming, j'ai un devoir à remplir. Un devoir envers d'autres, un devoir envers vous-même, un devoir envers la morte. Tout ce que je vous demande pour le moment, c'est de m'accompagner là-bas, afin que vous puissiez voir et écouter. Et si plus tard, je vous adresse encore la même requête, et que vous ne soyez pas impatient d'y répondre, alors je ferai mon devoir, quel qu'il m'apparaisse. Ensuite, afin d'accéder aux vœux de votre seigneurie, je me tiendrai à votre disposition pour vous expliquer ce dont je me serai rendu compte. Sa voix faiblit un moment, puis il reprit à nouveau et comme pitoyable à lui-même. Mais je vous en supplie, ne soyez plus en colère contre moi. Tout au long de mon existence, j'ai souvent eu affaire à des choses qui ne m'étaient pas agréables, qui même parfois me déchiraient le cœur. Jamais je n'ai eu à remplir un devoir aussi pénible que celui qui m'attend. Croyez-moi, si un jour vient où vos sentiments changent à mon égard, un seul regard de vous aura tôt fait de dissiper jusqu'au souvenir de cette heure si triste, car je ferai tout ce qu'il est humainement possible de faire pour vous épargner trop de chagrin. Car pensez-y, pourquoi me donnerais-je tant de peine? Pourquoi me ferais-je tant de soucis? Je suis venue de Hollande pour soigner de mon mieux une malade. D'abord je voulais répondre à l'appel de mon ami John. Ensuite j'ai voulu tout mettre en œuvre pour guérir une jeune fille qui, peu à peu, à moi aussi, m'a inspiré une véritable amitié. Je lui ai donné, j'ai quelque honte à le rappeler encore, que je le rappelle avec émotion et presque tendresse, mon propre sang, comme vous avez vous-même donné le vôtre. Oui, je lui ai donné mon sang, moi, qui n'étais pas comme vous, son fiancé, mais seulement son médecin et son ami. Je lui ai consacré des journées entières, des nuits entières, non seulement avant sa mort, mais aussi après sa mort. Et si ma propre mort pouvait adoucir un peu son sort, maintenant qu'elle est cette morte non morte, je mourrais très volontiers. Il y avait dans la manière dont Arthur parlait une douce et grave fierté. Je compris qu'Arthur en était profondément ému. Il prit la main de Van Helsing et il dit d'une voix brisée « Oh, comme tout cela est pénible, triste et difficile à comprendre, pourtant je vais vous accompagner au cimetière. Nous verrons. » Chapitre 16. Journal du docteur Seward. Suite. Il était minuit moins un quart lorsque nous escaladâmes le mur bas du cimetière. La nuit était obscure. De temps à autre seulement, la lune apparaissait entre les gros nuages que le vent chassait à travers le ciel. Nous formions un groupe serré, Van Helsing toutefois marchant légèrement en tête pour nous montrer le chemin. Lorsque nous fûmes près du tombeau, j'observai attentivement Arthur, car je craignais que cet endroit, plein de si tristes souvenirs, ne le troublât profondément. Mais il garda tout son sang-froid. Je supposais que le mystère même de ce que nous entreprenions atténuait, en quelque sorte, son chagrin. Le professeur fit tourner la clé dans la serrure, ouvrit la porte, et voyant que chacun de nous avait un mouvement d'hésitation, résolut la difficulté en entrant le premier. Nous le suivîmes, et il referma la porte. Il alluma alors une lanterne et montra le cercueil. Toujours hésitant, Arthur avança, tandis que Van Helsing s'adressait à moi. « Vous étiez ici hier avec moi. Le corps de Miss Lucy était-il dans le cercueil ?»« Oui, répondis-je. » Il se tourna alors vers les autres. « Vous entendez, leur dit-il. Et pourtant, il y a quelqu'un qui ne me croit pas. » Il prit son tournevis, enleva le couvercle du cercueil. Arthur regardait, très pâle, mais il ne disait rien. Dès que le couvercle fut retiré, il approcha plus près encore du cercueil. De toute évidence, il ignorait qu'il y avait un cercueil de plomb. Quand il vit la déchirure qui y était faite, le sang lui monta un instant au visage, mais presque aussitôt il redevint blême. Il restait toujours silencieux. Van Helsing souleva le morceau de plomb. Tous nous regardâmes et frémirent d'horreur. Le cercueil était vide. Pendant plusieurs minutes, personne ne prononça un seul mot. Ce fut Quincey Morris qui finalement rompit le silence. « Professeur, fit-il, j'ai confiance en vous, je vous l'ai dit. Votre parole me suffit aussi. En temps ordinaire, je ne vous poserai pas une question comme celle-ci. Je ne voudrais pas mettre en doute ce que vous avancez, mais nous sommes ici en présence d'un mystère si grave que cette question me semble permise. Est-ce vous qui avez fait cela ? Je vous jure, par tout ce que j'ai de plus sacré, que je ne l'ai pas enlevé d'ici, que je n'y suis absolument pour rien. Voici ce qui s'est passé. Avant-hier soir, nous sommes venus ici, mon ami Seward et moi, animés de meilleures intentions, croyez-moi. J'ai ouvert ce cercueil qui était alors scellé, et nous nous sommes aperçus qu'il était vide, comme maintenant. Nous avons alors décidé d'attendre, et en effet nous avons bientôt vu une silhouette blanche à travers les arbres. Le lendemain, hier, nous sommes revenus en plein jour, et elle était là, étendue dans le cercueil. N'est-ce pas, mon cher John ? Oui.
La première nuit, nous sommes arrivés à temps. Une autre enfant avait disparu et, Dieu merci, nous l'avons retrouvée entre les tombes ne portant aucune blessure. Hier étant donc déjà venu dans la journée, je suis revenu un peu après le coucher du soleil car quand le soleil se couche, les non-morts peuvent sortir de leur tombe. J'ai attendu ici toute la nuit jusqu'au matin mais je n'ai rien vu. Sans doute était-ce parce que j'avais suspendu à ces portes de l'ail que les non-morts ne supportent pas et d'autres choses aussi qu'ils évitent toujours. La nuit dernière, on n'est pas sorti. Aussi, ce soir, avant le coucher du soleil, suis-je venu enlever l'ail et les autres objets que j'avais accrochés à la porte. Voilà pourquoi nous trouvons le cercueil vide. Mais suivez-moi bien, jusqu'ici les choses sont fort étranges. Venez vous cacher avec moi non loin d'ici et vous verrez des choses beaucoup plus étranges encore. Donc, et ce disant, il referma la lanterne, sortons. Oh, il ouvrit la porte, l'un après l'autre, nous passâmes devant lui, qui sortit le dernier, et derrière lui, il referma la porte à clé. Oh, que l'air nocturne semblait frais et pur après l'horreur de ce caveau, qu'il était agréable de voir des nuages fuir à toute vitesse dans le ciel, et la clarté de la lune qui apparaissait entre deux de ces bizarres et sauvages chevauchés, semblables aux instants de bonheur qui, dans une vie d'homme, chassent et croisent les instants de tristesse. Qu'il était doux de respirer cet air frais qui n'était chargé d'aucune odeur de mort, qu'il était réconfortant de s'apercevoir des lueurs du ciel au-delà de la colline et d'entendre au loin le bruit confus qui monte d'une grande ville. Chacun de nous avait l'air très grave, accablé par la révélation qui venait de lui être faite. Arthur se taisait. Il essayait, je le devinais, de saisir le pourquoi de tout ceci, de pénétrer la signification profonde du mystère. Moi-même, je me sentais plutôt patient, prêt à rejeter de nouveau mes doutes et à accepter les conclusions de Van Helsing. Kinsey Morris, lui, restait impassible, à la façon d'un homme qui admet tout ce qu'on lui dit, mais l'admet avec un esprit méfiant. Comme il ne pouvait pas fumer, il se mit à chiquer. Quant à Van Helsing, il était occupé à une besogne bien précise. Tout d'abord, il prit dans son sac une matière qui ressemblait à un biscuit mince, une sorte d'hostie, et qui était soigneusement enveloppée dans une serviette blanche. Puis 2 poignées d'une substance blanchâtre, de la pâte, eût-on dit, qu'il émietta le biscuit entre ses mains, le travaillant avec la pâte et n'en fit qu'une seule masse. Ensuite, il découpa celles-ci en bandes minces qu'il roula pour les placer l'une après l'autre dans les interstices tout autour de la porte du tombeau. Cela n'allait pas sans m'étonner, on le devine, et comme je me trouvais près de lui, je lui demandai ce qu'il faisait. Arthur et Kinsey, curieux eux aussi, s'approchèrent de nous. « Je ferme le tombeau, me répondit-il, afin que la non-morte ne puisse pas y entrer. » « Et c'est cette sorte de pâte que vous y mettez qui l'en empêchera, fit Kinsey. Vraiment, on dirait que vous jouez, n'est-ce pas? Mais de quoi vous servez-vous donc? C'était Arthur qui venait de poser cette question. Van Helsing se découvrit en signe de respect, tandis qu'il répondait « L'hostie. Je l'ai rapporté d'Amsterdam. J'ai obtenu un induit. » Réponse bien faite pour impressionner le plus sceptique d'entre nous, et chacun sentit que devant un dessein aussi grave du professeur, un dessein qui l'amenait à se servir de la chose la plus sacrée, il était impossible de douter encore. Au milieu d'un silence par lequel, à notre tour, nous témoignions tout le respect que nous éprouvions, nous allâmes chacun prendre la place que Van Helsing nous avait désignée autour du tombeau, mais il était impossible à quiconque de nous apercevoir. Je plaignais mes compagnons, mais surtout Arthur. En ce qui me concernait, mes visites précédentes au cimetière m'avaient accoutumé à ce guet lugubre et horrible. Et cependant, si moins d'1 heure auparavant je rejetais encore les preuves qu'avançait Van Helsing, maintenant le cœur me manquait. Jamais les tombes n'avaient paru dans la nuit d'un blanc aussi effrayant. Jamais les cyprès, les ifs, les genévriers n'avaient symbolisé de la sorte la mélancolie. Jamais les arbres, jamais l'herbe n'avaient ployé sous le vent avec une telle façon sinistre. Jamais les branches n'avaient craqué avec tant de mystère. Jamais les hurlements lointains des chiens n'avaient fait monter dans la nuit un tel présage de malheur. Notre silence dura longtemps. Silence profond, douloureux. Puis enfin le professeur attira notre attention. Chut, chut, chut. Et du doigt, il nous montrait, venant de l'allée et s'avançant vers nous, une silhouette blanche. Une silhouette blanche encore assez indistincte, qui tenait contre sa poitrine quelque chose de sombre. Soudain elle s'arrêta, et au moment même, un rayon de lune entre 2 nuages éclaira cette apparition. C'était une femme vêtue d'un linceul. Nous ne voyions pas le visage, car elle gardait la tête penchée vers ce qu'elle portait dans les bras, et que nous reconnûmes bientôt pour être un enfant blond. Elle s'arrêta, et on entendit un petit cri aigu, tel celui que pousse parfois un enfant dans son sommeil, ou un chien qui rêve, couché devant le feu. Tous nous voulûmes nous précipiter vers elle, mais Van Helsing,
que chacun de nous voyait derrière son if, d'un geste de la main nous arrêta. La silhouette blanche se remit à avancer. Elle fut bientôt assez près de nous pour que nous la distinguions clairement, et la lune brillait toujours. Je sentis mon cœur se glacer, et au même moment j'entendis le cri d'horreur étouffé d'Arthur. Nous venions de reconnaître les traits de Lucy Westenra. Lucy Westenra, mais à quel point changé. La douceur que nous lui avions connue était remplacée par une expression dure et cruelle, et au lieu de la pureté de son visage, était marquée de voluptueux désirs. Van Helsing quitta sa cachette, et ce faisant de même, nous avançâmes jusqu'à la porte du tombeau devant laquelle nous nous rangeâmes tous les quatre. Van Helsing éleva sa lanterne, dont il ouvrit la petite porte et dont la lumière éclaira le visage de Lucie. Ses lèvres étaient écarlates, toutes humides de sang frais, dont un filet avait coulé sur son menton et souillé son vêtement immaculé de morte. À nouveau, l'horreur nous fit frémir. À la lumière vacillante de la lanterne, je sus que même les nerfs d'acier de Van Helsing avaient cédé. Arthur se trouvait à côté de moi, et si je ne lui avais pas saisi le bras, il serait tombé. Quant à Lucie, j'appelle Lucie cette chose qui était devant nous puisqu'elle avait la forme de Lucie. Elle nous vit, elle recula en laissant échapper un grognement furieux tel un chat pris à l'improviste. Puis ses yeux se posèrent sur nous l'un après l'autre. C'étaient les yeux de Lucie quant à la forme et à la couleur, mais les yeux de Lucie impurs et brillants d'un feu infernal, au lieu de ces douces et candides prunelles que nous avions tant aimées. À l'instant, ce qui restait de mon amour se changea en un sentiment fait de haine et d'exécration. Si on avait dû la tuer alors, j'aurais voulu le faire moi-même, et avec quel cruel plaisir. Tandis qu'elle continuait à nous regarder de ses yeux flamboyants et pervers, son visage rayonna d'un sourire voluptueux. Seigneur, que c'était odieux à voir. Aussi impitoyable qu'un démon, d'un mouvement brusque, elle jeta à terre l'enfant que jusqu'ici elle avait tenu serré contre son sein, grondant cette fois, et en lui jetant un dernier regard, comme un chien gronde quand il est forcé d'abandonner un os. L'enfant cria encore, puis resta là, immobile et gémissant. La dureté avec laquelle elle avait accompli ce geste arracha un cri de douleur à Arthur. Lorsqu'elle s'avança vers lui, les bras tendus et souriant toujours du même sourire lascif, il recula et se cacha le visage dans les mains. Cependant, elle avançait toujours vers lui, en disant sur un ton langoureux, tandis qu'elle avait des gestes pleins de grâce et de volupté. « Venez avec moi, Arthur. Quittez vos compagnons et venez avec moi. J'ai besoin de vous tenir dans mes bras. Venez, c'est ensemble maintenant que nous reposerons. Venez, venez, mon mari, venez donc. » Il y avait dans sa voix une douceur démoniaque, quelque chose qui ressemblait au tintement de verre qui s'entrechoque, qui résonne dans notre cerveau à chacun, tandis que nous écoutions les paroles qu'elle adressait à Arthur. Celui-ci, à la vérité, paraissait subir un charme. Se découvrant le visage, il ouvrit tout grand les bras. Elle alla s'y réfugier quand Van Helsing d'un bond fut entre eux et sa petite croix d'or à la main. Elle recula aussitôt, les traits soudain convulsés de rage, et passa à côté du professeur en se précipitant vers le tombeau comme si elle voulait y entrer. Mais lorsqu'elle fut à 1 ou 2 pieds de la porte, elle s'arrêta, une force irrésistible l'empêchant d'aller plus loin. Elle se retourna vers nous, le visage parfaitement éclairé par les rayons de la lune et par la lumière de la lanterne que Van Helsing tenait maintenant d'une main ferme. Jamais je n'avais vu sur un visage une telle expression tout à la fois de rancune et de dépit. Et personne, je l'espère, n'en verra jamais de semblable. Les joues, jusqu'ici restées colorées, devinrent livides. Les yeux semblèrent jeter des étincelles venant tout droit de l'enfer. Des rides qui apparurent sur le front ressemblaient aux replis des serpents de la méduse, et la charmante bouche, aux lèvres brillantes de sang, s'ouvrit presque en forme de carré, comme dans ces masques grecs ou japonais qui représentent la colère. Si jamais un visage a pu signifier un arrêt de mort, si jamais regards ont été capables de tuer, ce visage et ces regards, nous les avions à ce moment devant nous. Ainsi donc, pendant une demi-minute, certainement, et qui nous parut une éternité, elle resta là, entre la croix que Van Helsing gardait toujours levée et sa tombe, dont l'hostie lui interdisait l'entrée. Le professeur mit fin au silence en demandant à Arthur : « Dites, mon ami, répondez-moi, dois-je poursuivre mon œuvre ?» L'autre s'agenouilla et le visage à nouveau enfoui dans les mains lui dit : « Faites comme vous l'entendez, mon ami, faites comme vous l'entendez, il n'y aura jamais rien de plus horrible que ceci. » Et il gémit, tandis que Kinsey et moi, en même temps, nous approchions de lui pour le soutenir. Van Helsing posa la lanterne à terre, puis allant à la porte du tombeau, il se mit à enlever les parcelles du signe sacré qu'il avait placé çà et là. Alors, quand il se retira, nous vîmes, surpris, terrifiés, cette femme, dont le corps était aussi tangible que le nôtre, passer au travers un interstice où il eût été difficile d'introduire une lame de couteau. Nous éprouvâmes tous un sentiment de soulagement lorsqu'avec calme le professeur replaça autour de la porte les bandes de la fameuse pâte. Ceci fait, il alla relever l'enfant et nous dit : « Maintenant, venez mes amis, nous ne pouvons plus rien jusqu'à demain.
Un enterrement est prévu pour midi, de sorte que nous reviendrons peu après. Vers 2 heures, tous les parents et amis du défunt seront partis et nous nous resterons après que le fossoyeur aura fermé la grille. Alors nous aurons beaucoup à faire, mais cela ne ressemblera pas du tout à ce à quoi nous venons de nous occuper. Quant à ce petit, il n'a pas trop souffert et il sera complètement remis demain soir. Comme l'autre enfant, nous allons le laisser à un endroit où la police puisse le trouver. Puis nous rentrerons. Mon cher Arthur, fit-il en s'approchant de ce dernier, cette épreuve est terrible pour vous, mais plus tard, quand vous vous la remémorerez, vous comprendrez à quel point elle était nécessaire. Les heures d'amertume dont je vous parlais, vous les vivez maintenant, mon garçon. Demain, plaise à Dieu, elles seront passées, et vous connaîtrez une très grande tranquillité d'esprit. Si même ce n'est pas le bonheur, aussi ne vous laissez pas trop abattre par le chagrin. Jusqu'à demain, je vous ne demanderai pas de m'abandonner. Je ramenai Arthur et Kinsey chez moi, et sur le chemin du retour, nous essayâmes de nous rendre du courage les uns aux autres. Nous avions laissé l'enfant en un lieu sûr, et nous étions très fatigués. Tous trois nous dormîmes plus ou moins bien. 29 septembre au soir. Un peu avant 2 heures, Arthur, Kinsey et moi, nous passâmes prendre le professeur à son hôtel. Chose étrange, il se trouva que tous nous étions habillés de noir. Naturellement, Arthur était en grand deuil, mais c'est par une sorte d'instinct que chacun des autres de notre petit groupe s'était vêtu également complètement de noir. Dès 1 heure et demie, nous arrivions au cimetière. Nous nous promenâmes dans les allées à l'écart, évitant d'être vus, de sorte que les fossoyeurs ayant terminé leur tâche et le sacristain ayant refermé la grille à clé, puisqu'il croyait tout le monde parti, nous nous trouvâmes somme toute maîtres du lieu. Van Helsing avait replacé son petit sac noir par un sac de cuir de forme allongée, comme celui d'un joueur de cricket, et on devinait qu'il était très lourd. Lorsque, ayant entendu les derniers pas s'éloigner sur la route, nous fûmes certains d'être seuls, sans qu'aucun de nous n'eût rien dit, nous suivîmes le professeur qui se dirigeait vers le tombeau. Il ouvrit la porte. Dès que nous fûmes entrés, nous la refermâmes derrière nous. Il prit dans son sac la lanterne qu'il alluma, ainsi que 2 bougies. Quand à leur tour elles furent allumées, il les fixa sur 2 autres cercueils, grâce à la cire qu'il avait fait fondre à un bout de l'une et de l'autre. De la sorte, elles donnaient la lumière dont il avait besoin pour procéder à son travail. Quand, une fois de plus, il enleva le couvercle du cercueil de Lucie, tous nous regardâmes aussitôt, Arthur tremblant comme une feuille, et nous vîmes que le corps gisait là, dans toute sa beauté. Mais dans mon cœur, il n'y avait plus de place pour l'amour, seule la haine l'habitait, la haine que m'inspirait cette chose odieuse qui avait pris la forme de Lucie sans rien garder de son âme. Je vis que même le visage d'Arthur se fermait. Bientôt il demanda à Van Helsing, « Est-ce là vraiment le corps de Lucie ? Ou seulement un démon qui a pris sa forme. C'est son corps, et ce n'est pas son corps. Mais attendez un moment, vous allez la voir telle qu'elle était, et telle qu'elle est encore réellement. » En tout cas, on avait l'impression de vivre un cauchemar qui se serait appelé Lucie. Les dents pointues, les lèvres voluptueuses et couvertes de sang, et ceci seul aurait suffi à vous faire frémir d'horreur, tout ce corps sensuel, visiblement dépourvu d'âme, c'était comme la dérision diabolique de ce qui avait été la douce candeur de Lucie. Méthodiquement, comme à l'accoutumée, Van Helsing se mit à retirer de son sac les instruments divers et à les placer de façon à les avoir sous la main. D'abord il prit un fer à souder et un peu de soudure maigre, puis une petite lampe à huile qui, une fois allumée dans un coin du caveau, dégagea un gaz dont la flamme bleue donna une forte chaleur, puis des instruments même qui devaient lui servir à l'opération. Enfin, un pieu en bois, cylindrique, épais d'environ 3 pouces et long d'environ 3 pieds. Il présenta au feu le bout de ce pieu, puis il le tailla en une pointe très fine. Un gros marteau fut enfin retiré du sac. Pour moi, voir un médecin se préparer à agir, cela avait toujours quelque chose de réconfortant, d'encourageant. Mais tous ces préparatifs inspirèrent à Arthur et Kinsey une véritable consternation. Tous deux cependant s'efforçaient de garder leur courage, et ils restèrent très calmes et silencieux. Van Helsing nous dit alors, « Avant de commencer quoi que ce soit, laissez-moi vous expliquer ce dont il s'agit. De fait, cette connaissance nous est transmise par la science et les expériences des anciens, de tous ceux qui ont étudié les pouvoirs des non-morts. Cet état de non-mort est étroitement lié à la malédiction d'immortalité. La mort est refusée à ces êtres, et ils doivent, de siècle en siècle, faire de nouvelles victimes et multiplier les maux de la terre, car quiconque meurt en ayant été la proie d'un non-mort devient à son tour non-mort, et à son tour fait sa proie de son prochain, de sorte que le cercle va toujours s'élargissant comme le cercle d'une pierre jetée dans l'eau forme à la surface de cette eau.
Arthur, mon ami, si vous aviez embrassé Lucie quelques instants avant sa mort, comme vous en aviez le désir, ou si l'autre nuit vous l'aviez prise dans vos bras, déjà ouverts pour la recevoir, vous seriez devenu, à l'heure de votre mort, un Nosferatu, comme on dit en Europe orientale, et les années passant, vous auriez fait de plus en plus de ces non-morts qui nous remplissent d'horreur. Comme non morte, la carrière de cette malheureuse jeune fille ne fait que commencer. Les enfants dont elle a sucé le sang ne sont pas encore à un état désespéré. Mais si, non morte, elle continue à vivre, ils perdront de plus en plus de sang, puisqu'obéissant au pouvoir qu'elle exerce sur eux, ils la chercheront de plus en plus. De sa bouche odieuse, elle tirera jusqu'à leur dernière goutte de sang. Au contraire, si elle meurt réellement, tout le mal cessera. Les légères blessures disparaîtront de la gorge des enfants et retourneront à leur jeu, ou oubliant toute leur aventure. Mais, chose plus importante encore, et qui nous sera à tous une bénédiction, la mort véritable s'étant emparée de cette non-morte, l'âme de la pauvre et chère enfant sera à nouveau délivrée. Au lieu d'accomplir pendant la nuit son œuvre maligne et le jour d'en subir de plus en plus l'humiliation, elle prendra sa place parmi les autres anges. Aussi, mon ami, sera-ce pour elle une main bénie que celle qui lui donnera le coup de grâce. Je suis prêt à le faire. Mais n'y a-t-il personne parmi nous qui mérite mieux que moi ce privilège ? Quel bonheur de pouvoir penser désormais, éveillé parmi le silence de la nuit, c'est ma main qui l'a envoyée parmi les étoiles, ma main de celui qui l'aimait le plus au monde, la main qu'elle-même aurait choisie pour cela, si elle avait pu choisir. Dites-moi, n'y a-t-il personne ici qui souhaite pouvoir se tenir à soi-même un tel langage ? Tous, nous regardions Arthur. Et comme nous tous, il comprenait la généreuse intention qui animait Van Helsing quand il proposait que ce fût sa main à lui, Arthur, qui nous rende la mémoire de Lucie à jamais sacrée, alors que nous avions pu la croire souillée à jamais. Il s'avança et dit d'une voix ferme, encore que sa main trembla et que son visage fut blême, « Du fond de mon cœur, mon ami, mon véritable ami, je vous remercie. Dites-moi ce que je dois faire, et je vous obéirai sans défaillir. Brave garçon, il vous faudra un moment de courage, un seul, et tout sera fini. Il s'agit de lui passer ce pieu à travers le corps. Épreuve terrible, je vous le répète, mais elle sera brève, et ensuite votre bonheur en sera d'autant plus que votre douleur était immense. Quand vous sortirez d'ici, il vous semblera avoir des ailes, mais une fois que vous aurez commencé, la moindre hésitation vous sera interdite. Pensez que nous sommes ici, nous, vos amis, qui vous entourons, et que nous prierons pour vous pendant ces minutes épouvantables. Bon, dit Arthur d'une voix étouffée par l'émotion. Que dois-je faire ? Prenez ce pieu de la main gauche, la pointe placée sur le cœur, et le marteau de la main droite. Quand nous commencerons à citer la prière des morts, c'est moi qui la lirai, j'ai apporté le livre, les autres me répondront, frappez au nom de Dieu, afin que notre chère morte repose en paix et que la non-morte disparaisse à jamais. Arthur prit le pieu et le marteau, et une fois qu'il fut fermement décidé à agir, ses mains ne tremblèrent pas le moins du monde, n'hésitèrent même pas. Van Helsing ouvrit le missel, commença à lire. Kinsey et moi nous lui répondîmes de notre mieux. Arthur plaça la pointe du pieu sur le cœur de Lucie, et je vis qu'elle commençait à s'enfoncer légèrement dans la chair blanche. Alors, avec le marteau, Arthur frappa de toutes ses forces. Le corps dans le cercueil se mit à trembler, à se tordre en d'affreuses contorsions. Un cri rauque, propre à vous glacer le sang, s'échappait des lèvres rouges. Les dents pointues s'enfoncèrent dans les lèvres au point de les couper, et qu'elles se couvrirent d'une écume écarlate. Mais à aucun moment Arthur ne perdit courage. Il ressemblait au dieu Thor, tandis que son bras ferme s'élevait et retombait, enfonçant de plus en plus le pieu miséricordieux et que le sang jaillissait du cœur percé se répandant tout autour. La résolution était peinte sur son visage, comme s'il était certain d'accomplir un devoir sacré, et à le voir, nous ne nous sentions que plus de courage, de sorte que nos voix plus fortes résonnaient maintenant dans le caveau. Peu à peu, le corps cessa de trembler. Les contorsions s'espacèrent, mais les dents continuaient à s'enfoncer dans les lèvres, les traits du visage à frémir. Finalement, ce fut l'immobilité complète. La terrible tâche était terminée. Arthur lâcha le marteau. Il chancelait, et il serait tombé si nous n'avions pas été là pour le soutenir. De grosses gouttes de sueur coulaient sur son front et il haletait. L'effort qu'on avait exigé de lui, assurément, était surhumain, et s'il n'avait été obligé que par des considérations humaines, il ne l'eût jamais accompli. Pendant quelques minutes, nous fûmes donc occupés de lui seul, et aucun d'entre nous ne regarda plus le cercueil. Toutefois, lorsque nos yeux s'y posèrent à nouveau, nous ne pûmes retenir un murmure de surprise. Nous regardions avec une attention telle qu'Arthur se leva. Il s'était assis sur le sol et vint regarder lui aussi. Sur son visage, une expression de joie remplaça la détresse et l'épouvante.
Là, dans le cercueil, ne gisait plus l'horrible non-morte que nous avions fini par redouter et par haïr à tel point que le soin de la détruire avait été accordé comme un privilège à celui d'entre nous qui en avait le plus le droit. C'était Lucie, comme nous l'avions connue de son vivant, avec son visage d'une douceur et d'une pureté sans pareille. Le chagrin, les soucis, les souffrances avaient, il est vrai, marqué ce visage, mais il n'en nous en était que plus cher. Chacun de nous sentit à ce moment que la sainte tranquillité qui se répandait, tel un rayon de soleil sur ce pauvre visage et sur ce pauvre corps, n'était qu'un gage, qu'un symbole terrestre du repos éternel. Van Helsing vint poser la main sur l'épaule d'Arthur et il lui demanda « Maintenant dites-moi, mon ami, mon cher Arthur, est-ce que vous me pardonnez ?» Alors seulement, quand il prit dans la sienne la main du vieux professeur, Arthur réagit à l'effort presque inimaginable qu'il avait dû fournir. Cette main, il la porta à ses lèvres, la baisa longuement, puis il s'écria « Si je vous pardonne, Dieu vous bénisse, vous qui avez rendu son âme à ma bien-aimée et à moi la paix. » Ses deux mains sur les épaules de Van Helsing et la tête contre sa poitrine, il se mit à pleurer tout bas, tandis que nous restions là, sans bouger. Quand enfin il leva la tête, Van Helsing lui dit « Et maintenant, mon enfant, vous pouvez l'embrasser. Posez, si vous le voulez, un baiser sur ses lèvres de morte, ainsi qu'elle l'eût souhaité, car à présent, elle n'est plus un démon au sourire affreux, et elle ne sera plus de toute éternité. Elle n'est plus une non-morte, suppôt du diable, elle est une vraie morte de Dieu, et son âme est près de lui. » Arthur se pencha et mit un baiser sur le visage paisible, puis nous le fîmes sortir du tombeau, Kinsey et lui. Alors j'aidai le professeur à scier le haut du pieu, laissant la pointe enfoncée dans le corps, puis nous coupâmes la tête et remplîmes la bouche d'ail. Enfin, le cercueil de plomb étant soudé et le couvercle du cercueil en bois vissé de nouveau, nous rassemblâmes tous les outils et sortîmes à notre tour. Puis, lorsque le professeur eut refermé la porte à clé, il remit celle-ci à Arthur. Dehors, l'air était doux, le soleil brillait, les oiseaux chantaient, il semblait que toute la nature s'était mise à un autre diapason. Tout, partout, nous paraissait joyeux, calme, car nous-mêmes éprouvions une tranquillité profonde, encore que cette joie fût fort tempérée. Avant de nous éloigner, Van Helsing tint à nous avertir. « Maintenant, mes amis, la première partie de notre travail est faite, la plus dure pour nous, mais il reste une autre tâche, en un sens plus importante. Découvrir l'auteur de tous ces malheurs et le faire disparaître de ce monde. Je possède certaines clés qui, dans une certaine mesure, faciliteront nos recherches, mais cette tâche sera longue, comportera des dangers et encore des souffrances. Vous m'aiderez, n'est-ce pas? Tous, nous avons maintenant appris à croire, et puisqu'il en est ainsi, nous voyons où est notre devoir, n'est-ce pas votre avis? N'avons-nous pas promis d'aller jusqu'au bout? » Tour à tour, nous lui serrâmes la main, en lui promettant de l'aider. Lorsque nous nous mîmes à marcher, il reprit. « Demain soir, à 7 heures, nous dînerons ensemble chez notre ami John. J'inviterai 2 autres personnes que vous ne connaissez pas encore. À ce moment, tous mes plans seront prêts et je vous les expliquerai. Mon cher John, revenez avec moi, je dois vous consulter sur certaines choses. Ce soir, je pars pour Amsterdam, mais je serai de retour demain soir déjà. Et alors commencera notre grande investigation. Toutefois, j'ai beaucoup à vous dire auparavant. Je dois vous mettre au courant de tout ce qu'il y a à faire et de tout ce qu'il y a à redouter. Pourtant, une fois que nous serons mis à l'œuvre, nous ne pourrons plus reculer. » Chapitre 17. Journal du docteur Seward. Lorsque nous arrivâmes au Berkeley Hotel, un télégramme y attendait Van Helsing. « J'arrive par le train. Jonathan est à Whitby. Nouvelle importante. Mina Harker. » Le professeur était ravi. « Ah, cette étonnante Madame Mina, fit-il. La perle des femmes. Mais elle arrive, et moi il m'est impossible de l'attendre. Il faudra bien qu'elle aille chez vous, mon cher John, et vous irez la chercher à la gare. Nous allons lui télégraphier de sorte qu'elle en soit avertie. » Cela fait, il prit une tasse de thé, tout en me parlant du journal qu'avait tenu Jonathan Harker lors de son séjour à l'étranger. Il m'en donna une copie dactylographiée, de même qu'une copie du journal de Miss Harker, journal écrit à Whitby. « Emportez-les, me dit-il, et lisez-les très attentivement. Quand je reviendrai demain soir, vous en connaîtrez donc tous les détails, et nous serons alors à même d'entreprendre nos recherches. Ces feuillets, prenez-en soin. Ils contiennent des trésors. Je vous en préviens dès maintenant, vous aurez besoin de toute la foi dont vous êtes capable. Oui, même vous qui avez pourtant vécu aujourd'hui une expérience qui vous paraît sans doute la plus extraordinaire et la plus incroyable de toutes celles qu'on pourrait imaginer. L'histoire racontée ici, et il posa gravement la main sur le paquet de feuilles, peut être pour vous, pour moi et pour beaucoup d'autres le commencement de la fin, ou bien elle peut sonner le glas du non-mort qui dévaste la terre. Lisez-la entièrement, je vous prie, sans rien négliger, et si vous pouvez nous éclairer en y ajoutant l'une ou l'autre chose que vous-même avez observée, faites-le.
car tout ici est de la plus haute importance. Vous-même avez tenu un journal où vous avez consigné plus d'un fait surprenant, n'est-ce pas? Ensemble, dans quelques jours, nous reverrons tout cela. Il se prépara alors à partir, et bientôt se fit conduire à Liverpool Street. De mon côté, je pris le chemin de Paddington, où je devais rencontrer Miss Harker. J'y fus un quart d'heure environ, avant l'arrivée du train. La foule commençait à se disperser, après avoir, comme toujours, envahi en groupe serré le quai d'arrivée. Et déjà je commençais à craindre d'avoir laissé passer celle que je cherchais, quand une jeune femme, jolie, délicate, s'avança vers moi et me demanda, après m'avoir dévisagé d'un rapide coup d'œil: Dr. Seward, n'est-ce pas? Miss Harker? Fis-je à mon tour? Et elle me tendit la main. Je vous ai reconnue d'après le portrait de la pauvre chère Lucie. Elle s'interrompit, en rougissant. Je me sentis rougir moi-même, ce qui nous mit à l'aise tous les deux, car c'était comme une réponse tacite à ce qu'elle venait de rappeler. Je pris ses bagages, dont une machine à écrire, et nous nous dirigeâmes vers le métro, qui devait nous conduire à Fenchurch Street. Mais auparavant, j'avais télégraphié à ma gouvernante, afin qu'elle prépare un appartement pour Miss Harker. Nous arrivâmes chez moi à l'heure prévue. Miss Harker savait, naturellement, qu'il s'agissait d'une maison d'aliénés. Toutefois, je vis parfaitement qu'elle ne put s'empêcher de frissonner quand nous franchissions le seuil. Elle m'avertit que, si je n'y voyais aucun inconvénient, elle viendrait sans tarder dans mon bureau, car elle avait beaucoup de choses à me dire. C'est donc en l'attendant que j'achève d'enregistrer mon journal sur mon phonographe. Je n'ai pas encore eu le loisir de lire les papiers que m'a remis Van Helsing, encore qu'ils soient là, sur ma table, devant moi. Il me faut pourtant trouver le temps de les parcourir et à cette fin chercher à intéresser Miss Harker à l'une ou l'autre chose. Elle ne sait pas combien le temps est précieux, ni quelle tâche nous attend. Je dois prendre garde à ne point l'effrayer. La voici. Journal de Mina Harker, 29 septembre. Dès que j'eus fait un bras de toilette, je descendis au cabinet du docteur Seward. Je m'arrêtai un instant avant de frapper à la porte, car il me semblait que le docteur s'entretenait avec quelqu'un. Pourtant, comme il m'avait prié de descendre le plus vite possible, je frappai. Il répondit aussitôt « Entrez !» et je poussai la porte. À ma grande surprise, il était seul, mais je vis sur la table devant lui ce que je devinais tout de suite d'être un phonographe. Je n'en avais jamais vu encore, seulement on m'avait décrit l'appareil, et je fus vivement intéressée. « J'espère que je ne vous ai pas fait attendre, dis-je. Mais j'étais à la porte, et comme je vous entendais parler, j'ai cru que vous n'étiez pas seul. »« Oh, répondit-il en souriant, j'enregistrais mon journal. »« Votre journal ?» lui demandai-je, fort étonnée. « Oui, ici, dit-il, en posant la main sur le phonographe. »« Quoi ?» m'écriai-je avec enthousiasme, mais c'est bien mieux encore que la sténographie. Puis-je entendre quelque chose ? Certainement, répondit-il avec empressement. Il se levait déjà pour mettre l'appareil en marche, mais il n'en fit rien, et il parut soudain contrarié. C'est que, reprit-il en hésitant, je n'ai jusqu'ici enregistré que mon journal, et comme celui-ci ne concerne que mes malades, ou à peu près, il serait peut-être gênant, c'est-à-dire, je veux dire, il n'acheva point, et j'essayai de le tirer d'embarras. Vous avez assisté Lucie dans ces derniers moments, lui dis-je. Faites-moi entendre ce qui concerne sa mort, car j'aime être au courant de tout, tout ce qui la concerne. Elle était ma plus chère amie. J'en fus très étonnée quand il me répondit, l'horreur peinte sur le visage. Vous faire entendre ce qui s'est passé lors de sa mort, pas pour un empire. Pourquoi pas ? Insistai-je, éprouvant soudain une terrible angoisse. Il ne répondit pas tout de suite. Je compris qu'il essayait de trouver un prétexte. Voyez-vous, dit-il enfin, il me serait difficile de choisir une partie de mon journal plutôt qu'une autre. Tandis qu'il parlait, une idée dut lui traverser l'esprit, car il poursuivit sur un ton différent, avec une simplicité dont il ne se rendait pas compte lui-même, et avec une naïveté d'enfant. « C'est vrai, ma parole, c'est vrai cela !» Je ne pus m'empêcher de sourire, ce qu'il remarqua. Cette fois, je me suis trahi. Mais, reprit-il, savez-vous que, durant tous ces mois pendant lesquels j'ai enregistré mon journal, pas une seule fois je me suis demandé comment, au besoin, j'en retrouverais telle ou telle partie ? À ce moment, j'avais décidé dans mon fort intérieur que le journal d'un médecin qui avait soigné Lucie pourrait ajouter quelque chose à ce que nous savions déjà à propos de ce monstre. Aussi proposai-je sans hésiter. Dans ce cas, docteur, vous devriez me laisser le transcrire entièrement à la machine. Il devint pâle comme un mort et s'écria « Non, 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 pour rien au monde je ne vous laisserai connaître cette horrible histoire. » Donc elle était horrible, cette histoire. J'en avais eu l'intuition. Pensive, je laissai mes regards parcourir la pièce, cherchant inconsciemment un objet qui pût m'aider d'une manière ou d'une autre. Ils s'arrêtèrent sur un gros paquet de feuilles dactylographiées posées sur le bureau. Les yeux du docteur suivirent mon regard, virent ce que je regardais, et alors j'eus l'impression qu'il allait mieux comprendre mon intention. « Vous ne me connaissez pas, fis-je. Lorsque vous aurez lu tout cela, mon propre journal et celui de mon mari, que j'ai l'un et l'autre recopiés à la machine, vous saurez mieux qui je suis. Je n'ai jamais hésité à me donner tout entière à cette cause, mais naturellement, vous ne me connaissez pas encore, et je ne peux pas espérer que vous ayez confiance en moi.
La pauvre Lucie avait raison, le docteur Seward est certainement un homme admirable. Il se leva, alla ouvrir un grand tiroir où étaient rangés plusieurs cylindres de métal, creux et recouverts de cire noire. C'est bien vrai ce que vous dites là, fit-il. Je n'avais pas confiance en vous parce que je ne vous connaissais pas. Mais maintenant je vous connais. Et laissez-moi vous dire que j'aurais dû vous connaître depuis beaucoup plus longtemps. Je sais que Lucie vous avait parlé de moi. Elle m'avait aussi parlé de vous. Puis-je faire la seule réparation qui est en mon pouvoir? Prenez ces cylindres. Écoutez ce qu'ils ont à vous raconter. Les 6 premiers me concernent personnellement, il n'y a rien qui puisse vous épouvanter. Seulement vous me connaîtrez mieux après les avoir entendus. À ce moment-là, le dîner sera prêt. De mon côté, je vais lire ces documents afin de comprendre mieux certaines choses. Lui-même porta le phonographe dans le petit salon attenant à la chambre et le mit en marche. Maintenant, je vais apprendre, j'en suis sûre, quelque chose d'amusant. L'autre version d'une histoire d'amour dont j'ai eu un premier aperçu. Journal du docteur Seward, 29 septembre. J'étais à ce point absorbée par la lecture de ces 2 journaux, celui de Jonathan Harker et celui de sa femme, que je ne m'aperçus pas que le temps passait. Et comme Miss Harker n'était pas encore descendue lorsque la servante vint annoncer le dîner, je lui dis que cette dame était sans doute fatiguée du voyage et qu'on attendrait 1 heure encore avant de servir. Je continuai donc ma lecture. Je venais de lire la dernière ligne du journal de Miss Harker quand celle-ci entra. Elle me parut aussi charmante que sur le quai de la gare, mais à présent elle avait l'air très triste, les yeux rougis. Dieu sait que j'avais eu, les derniers temps, des raisons de verser des larmes, mais ces larmes qui m'eussent soulagée m'avaient toujours été refusées. Aussi, voir ses 12 yeux encore brillants de pleurs m'émut profondément. « J'ai bien peur de vous avoir fait beaucoup de peine, lui dis-je lentement. »« mais non, fit-elle. Seulement, j'ai été navrée, plus que je ne saurais vous le dire, en comprenant votre chagrin. Cet appareil est absolument merveilleux, mais tellement cruel. Il m'a fait connaître, et jusque dans leurs accents même, toutes les angoisses par lesquelles vous êtes passés. J'avais l'impression d'entendre une âme implorer de sa douleur le Dieu Tout-Puissant. Il ne faut plus que personne, jamais, entende cela. Voyez, j'ai voulu vous être utile, j'ai transcrit vos récits à la machine, afin que plus personne dorénavant ne perçoive, comme je l'ai fait, les battements de votre cœur. Mais personne non plus ne lira mon journal. Personne, jamais, répondis-je d'une voix faible. Elle posa la main sur la mienne et reprit gravement. Si, il le faut. Mais pourquoi, demandai-je. Parce que cela fait partie de cette terrible histoire qu'est la mort de cette pauvre Lucie et des événements qui l'ont précédée. Parce que dans la lutte que nous allons entreprendre pour débarrasser la terre de ce monstre, il nous est indispensable d'avoir le plus d'éléments et le plus de détails possible. Je pense qu'en écoutant ces enregistrements, j'ai appris plus de choses que vous ne désiriez m'en faire connaître, mais ils jettent certaines lumières sur le sombre mystère qui nous occupe. Vous permettez que je vous aide, n'est-ce pas? Je suis parfaitement au courant du début de cette histoire et je devine déjà, bien que je n'ai entendu votre journal encore que jusqu'à la date du 7 septembre seulement, quels malheurs ont assailli Lucie et comment son terrible destin s'est accompli. Depuis la visite que nous a faite le professeur Van Helsing, Jonathan et moi, nous essayons sans répit d'y voir plus clair. Mon mari est parti pour Whitby afin de recueillir d'autres renseignements et il revient dès demain. Nous devons avoir aucun secret l'un pour l'autre. En travaillant tous ensemble en pleine confiance, nous serons certainement plus forts pour mener à bien notre entreprise que si l'un de nous était tenu dans l'ignorance de ce que nous devons tous savoir. Dans son regard, je lisais un touchant désir de n'être pas déçue, et en même temps, elle montrait tant de courage et de résolution que je tins à la rassurer aussitôt. « Je ne puis que respecter votre volonté, répondis-je. Dieu me pardonne si je me trompe, vous avez encore à apprendre d'horribles choses. Mais puisque vous en savez déjà tant sur la maladie de notre pauvre Lucie, je comprends que vous ne vouliez pas en ignorer la suite. À vrai dire, lorsque vous aurez tout entendu, oui, tout à la fin, vous vous sentirez un peu tranquillisé. Maintenant, allons dîner. Nous aurons besoin de toutes nos forces. Après le repas, vous apprendrez le reste et je répondrai à chacune de vos questions si certaines choses vous paraissent obscures, bien que, pour nous qui les avons vécues, elles soient évidentes. Journal de Mina Harker, 29 septembre. Après le dîner, j'ai accompagné le docteur Seward dans son cabinet. Il était allé au petit salon reprendre le phonographe et j'avais descendu ma machine à écrire. Il m'installa confortablement dans un fauteuil, posa l'appareil près de moi de sorte que je puisse le toucher sans me lever et m'en expliqua le mécanisme qui devait l'arrêter si, à un moment ou un autre, je désirais me reposer un peu. Lui-même, désireux que je me sente parfaitement à mon aise, s'assit en me tournant le dos et prit un livre. Je mis le phonographe en marche. Lorsque j'eus entendu l'effroyable histoire de la mort de Lucie et tout ce qui se passa ensuite, je me laissai retomber au fond de mon fauteuil, toutes mes forces m'abandonnant. Heureusement, je ne suis pas sujette aux évanouissements. Néanmoins, le docteur Seward s'empressa d'aller prendre dans le buffet un carafon de brandy dont il me fit boire quelques gorgées, ce qui presque aussitôt me remit.
Mais je restais bouleversée, et si, parmi tant d'horreurs dont je venais d'avoir la révélation, la pensée que ma si chère Lucie connaissait enfin la paix ne m'avait pas un peu réconfortée, je crois que j'aurais crié d'indignation. Je me serais refusée à admettre ces horreurs si je n'avais pas été au courant de l'aventure de Jonathan en Transylvanie. En tout cas, je ne savais trop ce qu'il fallait penser de tout cela, et je cherchais à cacher mon embarras en me disant au docteur, cependant que je découvrais ma machine à écrire: Laissez-moi transcrire tout ce que vous racontez là. Il faut que nous soyons prêts lorsque le docteur Van Helsing arrivera. J'ai averti Jonathan par télégramme. De Whitby, il reviendra ici. Dans cette affaire, les dates importent surtout. À mon avis, si nous rassemblons tous les éléments, et cela dans un ordre chronologique, nous aurons déjà fait beaucoup. Vous me dites que vous attendez également Lord Godalming et M. Morris. Eux aussi devront être mis au courant de tout cela dès qu'ils arriveront. Il fit donc à nouveau marcher le phonographe, mais très lentement cette fois-ci, et je commençai à transcrire en reprenant dès le début les 7 cylindres. J'avais l'habitude de la polycopie. Je reproduisis donc le journal en 3 exemplaires, ainsi que je l'avais fait pour les autres. Malgré l'heure avancée, le docteur Seward alla voir ses malades. Quand il revint, il s'assit près de moi et se mit à lire, me tenant ainsi compagnie pendant que je travaillais. Vraiment, il est plein d'attentions courtoises. Le monde semble n'être peuplé que d'hommes généreux, encore que sans aucun doute il existe des monstres. Avant de me retirer dans ma chambre, je me souvins du passage de son journal où Jonathan parle de l'effarement qui avait laissé paraître le professeur à la lecture d'un article du journal de la gare d'Exeter, et, avisant dans un coin une pile de journaux, j'y pris les derniers numéros de la Westminster Gazette, de la Paul May Gazette, pour monter me coucher. Je me rappelle que les Daily Graph et la Whitby Gazette nous ont été fort utiles pour comprendre les événements terribles qui s'étaient passés à Whitby, quand le comte Dracula y avait débarqué. Aussi vais-je parcourir toutes ces feuilles, espérant y trouver de nouveaux éclaircissements. Je n'ai pas sommeil, et la lecture m'aidera à rester calme. Journal du docteur Seward, 30 septembre. M. Harker est arrivé à 9 heures. Il avait reçu le télégramme de sa femme au moment de quitter Whitby. À le voir, on devine que c'est un homme extraordinairement intelligent et énergique. Si son journal dit vrai, et je n'en doute pas si j'en juge par ce que je viens de vivre moi-même, de stupéfiant, d'incroyable presque, il est également très courageux, car il fallait beaucoup de sang-froid pour descendre une seconde fois dans ce caveau. Après avoir lu ce récit, je m'attendais à rencontrer un homme très fort assurément, mais non ce monsieur parfaitement serein et ayant toutes les qualités d'un homme d'affaires avec qui nous avons déjeuné aujourd'hui. Plus tard. Après le repas, Harker et sa femme sont remontés dans leur chambre, et comme je passais devant leur porte, il y a un instant, j'ai entendu qu'on tapait à la machine. Vraiment, ils sont tenaces. Selon l'expression de Miss Harker, ils mettent bout à bout et dans un ordre chronologique les moindres bribes de preuves qu'ils possèdent. Harker possède maintenant les lettres échangées entre ceux qui ont reçu les caisses à Whitby et la firme Carter, Patterson et compagnie de Londres. Il se propose de lire la transcription dactylographie que sa femme a faite de mon journal. Et je me demande s'ils y trouveront quelque chose qui puisse nous éclairer. Ah, le voici. Chose étrange, il ne m'était jamais venu à l'esprit que cette maison, dont le parc touche au nôtre, pouvait être celle qui sert de refuge au comte. Dieu sait pourtant que ce comportement de Renfield n'aurait dû nous mettre sur la voie. À présent, nous sommes également en possession des lettres relatives à l'achat de la maison. Si nous les avions eues quelques jours plus tôt, nous aurions pu sauver la pauvre Lucie. Mais assez, on deviendrait fou. Harker est toujours en train de travailler. Il m'a dit que, lorsqu'il descendrait pour dîner, lui et sa femme seraient à même de nous présenter un récit assez cohérent de tous ces faits. Dans l'intervalle, il serait bon selon lui que je voie Renfield, puisque jusqu'ici, il a somme toute inconsciemment averti des allées et venues du comte. Je ne vois pas encore bien la possibilité de la chose, mais peut-être lorsque j'aurai comparé les dates. Il est heureux que Miss Harker ait recopié mon journal à la machine, sans cela nous n'aurions jamais retrouvé ces dates. Quand j'entrai dans sa chambre, Renfield était tranquillement assis dans un coin, et il souriait paisiblement. À ce moment, il me sembla absolument sain d'esprit. Je m'assis, me mis à bavarder avec lui d'un tas de choses. En me répondant, il faisait preuve d'un réel bon sens. Puis, spontanément, il me parla de son retour chez lui, sujet qui, à ma connaissance, n'avait jamais été abordé depuis qu'il séjourne ici. Je crois bien que si je n'avais pas eu cette conversation avec Harker, et si je n'avais pas lu les lettres maintenant en sa possession, ni revu les dates auxquelles Renfield a eu ses différentes crises, je lui aurais permis de partir après quelques jours à peine de mise en observation. Quoi qu'il en soit, je me demande vraiment ce qui se passe. Toutes ces crises, j'en suis maintenant à peu près convaincue, avaient lieu lorsque le comte se trouvait dans le voisinage. Que signifient donc ces dispositions actuelles ? A-t-il d'instinct la certitude que le vampire finira par triompher ? N'oublions pas que lui-même mange des êtres vivants et que, dans ses délires, devant la porte de la chapelle de la maison abandonnée, il parlait du maître. Cela pourrait confirmer nos suppositions. Mais je le laissais bientôt. Il me semble un peu trop lucide pour que l'on puisse sans danger lui poser des questions dont il devinerait le but, se rendre compte de son état. Si jamais il allait se mettre à penser. Oui, je le laissais.
Je me méfie de ces périodes de calme. Aussi ai-je dit aux surveillants de l'avoir à l'œil une camisole de force.